Il n'aura suffi que de 7 petites minutes, un laps de temps à peine plus long qu'une publicité de parfum, pour allumer la mèche d'un incendie diplomatique d'une intensité inédite entre Londres et Paris depuis l'épisode houleux de Suez en 1956. En un éclair, ces quelques instants ont suffi à fissurer les fondations de l'Alliance occidentale, laissant planer une question lourde: est-elle encore viable ou n'est-elle plus qu'une façade prête à s'effondrer? À peine avait-il conclu son plaidoyer enflammé que Starmer se drapait dans sa logique implacable. Selon lui, le pacte militaire entre Londres, Washington et Canberra relevait d'un impératif stratégique évident, presque une évidence historique. Et pour calmer les esprits, il reléguait les protestations françaises au rang de réactions épidermiques, certes compréhensibles, mais largement exagérées, face à ce qu'elles appelaient, avec toute la solennité tricolore, une trahison en règle. Son regard posé sur l'écornu débordait d'un calme tout britannique, ce mélange de condescendance feutrée et de confiance glaciale rodée par des décennies de tradition whitehalienne. Il était persuadé d'avoir offert un exposé sans faille, un chef-d'œuvre de justification diplomatique made in post-Brexit. Dans la salle climatisée du sommet du G7 à Hiroshima, l'air semblait vibrer d'une tension sourde, celle qui s'installe juste avant les éclats majeurs. Ici, nul débat technique sur un quota de tomates ou un visa migratoire. Non, ce qui se jouait, c'était un affrontement à ciel ouvert entre deux conceptions opposées de l'ordre occidental. Et la rupture, elle semblait déjà en marche. D'un côté du ring diplomatique, Starmer défendait avec ferveur l'axe anglo-saxon, cette fraternité linguistique et historique entre Londres, Washington et Canberra, qu'il érigeait en pilier de la sécurité globale, quitte à reléguer l'Europe au second plan. De l'autre, l'écornu brandissait la bannière d'une fidélité oubliée, celle qui honore les promesses tenues, qui refuse de sacrifier ses alliés pour des gains de court terme. Mais un détail subtil dans le comportement du Français aurait dû faire tilt chez le Premier ministre britannique. Cette politesse polaire, ce calme glacial trop calme, dissimulait un volcan contenu. Une rupture silencieuse avec la chaleur diplomatique habituelle entre Paris et Londres. Car sous le vernis des arguments stratégiques se cachait une vérité que Starmer balayait d'un revers pour la France. Ce n'était pas qu'une affaire de milliards évaporés. C'était la révélation brutale que ceux qu'elle croyait frères d'armes pouvaient sans cligner des yeux lui enfoncer la lame entre les omoplates au nom de leurs petits calculs géopolitiques. Ce qui allait suivre allait faire l'effet d'un uppercut géopolitique en plein visage de l'Occident. Une secousse d'une violence telle qu'elle risquait de fracturer l'OTAN et de précipiter l'implosion du tandem historique Londres-Paris. Pour mesurer l'ampleur du choc qui s'apprêtait à secouer le sommet des 7 plus grandes puissances de la planète, il fallait revenir à cette journée où la France apprit non pas par ses alliés, mais à travers les médias internationaux qu'elle venait de se faire poignarder dans le dos, avec une précision chirurgicale froide implacable. Ce jour-là, dans les bureaux du Naval Group, on avançait sereinement, presque joyeusement, sur ce qui était surnommé le contrat du siècle, 12 sous-marins conventionnels destinés à l'Australie pour un montant astronomique de 35 milliards d'euros. Un méga-projet conçu pour alimenter pendant 3 décennies les chantiers navals français, faire tourner des milliers d'emplois hautement qualifiés et surtout asseoir la France comme puissance incontournable dans le grand jeu Indo-Pacifique face à l'ombre grandissante de la Chine. Il était 20h45 à Paris quand Florence Parly, alors aux commandes du ministère des Armées, décrocha son téléphone pour entendre ce qu'elle qualifierait plus tard de l'appel le plus glacial de sa carrière. Au bout du fil, son homologue australien, ton feutré voix tendue mais message brutal, l'Australie tirait un trait sans préavis sur le méga-contrat avec la France pour embrasser dans l'ombre un pacte souterrain avec les États-Unis et le Royaume-Uni. Mais le coup de grâce ne s'arrêtait pas là. Canberra ne faisait pas que tourner le dos au chantier naval français. Elle s'offrait un ticket d'entrée vers une technologie nucléaire ultra secrète, jusqu'ici réservée au cercle très fermé de l'alliance américano-britannique. « Ce n'est rien de personnel, Madame la ministre », tenta d'adoucir le ministre australien visiblement gêné comme si un bon mot pouvait effacer 10 ans de partenariat. « Rien de personnel vraiment. Une décennie de coopération rayée d'un trait. 35 milliards d'euros envolés, tout cela remplacé par un accord clandestin manigancé pendant des mois dans le dos de Paris, comme une scène d'un thriller diplomatique,
Sauf que cette fois, c'était bien réel. La riposte française fut aussi rapide que symbolique. Du jamais vu depuis 1797, les ambassadeurs furent rappelés de Washington et Canberra. Emmanuel Macron dénonça une trahison déguisée. Le Drian parla de coup de poignard. Et dans un éclair de rare unité, toute la classe politique française des insoumis aux républicains s'embrasa dans une même indignation contre ce qu'elle baptisa aussitôt la trahison anglo-saxonne. Ce n'est pourtant pas le coup venu de Canberra qui laissa Paris le plus abasourdi. Non, le vrai électrochoc vint de Londres, tandis que Boris Johnson paradait devant les caméras hilars vantant une « Global Britain » rayonnante comme s'il venait de remporter la Coupe du Monde de diplomatie. Les services français, eux, creusaient, et ce qu'ils mirent au jour allait faire froid dans le dos. Car Londres n'avait rien du figurant discret dans ce théâtre stratégique. Loin d'être le faire-valoir docile de Washington, la capitale britannique tenait en réalité le rôle de metteur en scène. C'est elle qui avait soufflé le scénario, glissé les répliques et convaincu les Américains de couper la France du casting Indo-Pacifique pour former un club anglo-saxon exclusif aux allures de revanche post-Brexit. Les révélations s'enchaînèrent. Les dossiers confidentiels exhumés par le renseignement français esquissaient une vérité bien moins reluisante que les discours officiels. Dès 2020, le MI6 pointait du doigt l'accord franco-australien comme un obstacle direct à l'ambition d'une Grande-Bretagne influente dans la région. Et puis il y eut cette perle, une note classée top secret du Foreign Office, dévoilée plus tard par le Canard enchaîné, qui ne laissait aucune place à l'ambiguïté. La domination française en matière de défense navale sur le marché australien compromet nos intérêts stratégiques post-Brexit. Il faut inverser la dynamique. L'élégance britannique version opération clandestine. Quand le rapport atterrit sur le bureau de l'Élysée, c'était comme si une ogive venait d'éclater en plein cœur du pouvoir. L'information était limpide, brutale. Non seulement Londres avait oublié d'informer Paris, mais pire, elle avait sciemment manœuvré en coulisses pour l'éjecter d'un marché stratégique comme on élimine un concurrent gênant d'une partie d'échecs géopolitiques. Ce n'est pas une alliance militaire, c'est un cambriolage économique, avec costume-cravate. S'était indigné un conseiller de Macron, les nerfs à vif. 18 mois plus tard, la plaie n'était toujours pas refermée. Entre la France et le Royaume-Uni, les relations demeuraient sous tension crispée, comme suspendues dans un froid diplomatique persistant. Et pourtant, Starmer était arrivé au pouvoir en promettant le dégel avec l'Europe. Quelques signaux d'apaisement avaient bien été lancés. Mais sur le fond, rien. Zéro inflexion. La ligne Johnson était restée intacte, l'AUKUS était non négociable, perçu comme le rempart ultime de l'Occident. À charge pour la France de s'aligner sur les nouvelles règles du jeu stratégique mondial. C'est dans cette ambiance inflammable que le Premier ministre britannique choisit avec une audace, frôlant l'inconscience, de mettre le sujet sur la table en pleine réunion du G7 à Hiroshima. Il espérait rallier les autres puissances à sa vision. Il n'a fait qu'ouvrir la cage à Fauve-le-Cornu qui rongeait son frein depuis 1 an et demi, venait de recevoir le feu vert pour lancer l'offensive qu'il peaufinait depuis des mois. Et quelle offensive! Car le chef du gouvernement français n'avait rien laissé au hasard. Pendant des semaines, dans l'ombre feutrée de Matignon, ses équipes avaient monté un dossier à la fois explosif et chirurgical, destiné à exposer au grand jour les dessous peu glorieux de l'AUKUS et les mensonges soigneusement vernis de la diplomatie britannique. Le plan ne laissait place à aucune ambiguïté. Il ne s'agissait pas seulement de rappeler la trahison cinglante de 2021, mais de mettre à nu devant les projecteurs du monde entier le double discours d'une Global Britain post-Brexit, si prompte à parler d'alliance, mais si habile à poignarder par derrière. Dans les locaux feutrés de la Direction générale de la sécurité avenue de Tourville, une cellule spéciale travaillait en silence mais sans relâche. Objectif démonter pièce par pièce le puzzle AUKUS. À la tête de cette opération chirurgicale, nul autre que Bernard Bajolet, l'ancien patron du renseignement français revenu aux manettes pour orchestrer ce démontage méthodique. « Monsieur le Premier ministre », confia-t-il à Lecornu dans une réunion confidentielle aux allures de briefing de guerre, « nous avons les éléments. Londres n'a pas juste contourné Paris. Elle a consciemment sapé nos intérêts pour se hisser seule dans le jeu indo-pacifique.
Ce n'est pas un partenariat, c'est une offensive maquillée. Le contenu du dossier parlait de lui-même. Étayé, précis, implacable. Pas moins de 15 réunions clandestines avaient été recensées entre janvier et septembre 2021, réunissant discrètement responsables britanniques, américains et australiens, pendant que Paris croyait discuter d'avenir commun à ses partenaires, dessiner un autre futur sans elle. Mais le plus indécent, c'est sans doute la manière dont cette trahison s'est déroulée non pas dans l'ombre d'un bunker, mais sous les lustres dorés des grands sommets internationaux. Là où la confiance est censée primer, certains jouaient double jeu. Le cas le plus glaçant. Lors du G7, pendant qu'Emmanuel Macron échangeait des sourires et des propos cordiaux autour d'un déjeuner entre amis, avec Boris Johnson à quelques mètres à peine dans une salle attenante du même hôtel, les émissaires britanniques négociaient discrètement avec leurs homologues australiens les derniers détails de l'éviction de la France. C'est de la félonie à l'état brut, lâcha un diplomate français abasourdi. Et pourtant, ce n'était qu'un avant-goût, car ce que révéla la suite de l'enquête française donna un tour encore plus cynique à l'affaire. Dès les premières semaines de 2021, soit 8 mois avant que l'affaire n'éclate, des géants de la défense britannique, comme BAE Systems ou Rolls-Royce, s'étaient déjà mis en ordre de marche pour intégrer le programme australien. Autrement dit, ces firmes savaient très bien que la France allait être écartée du contrat, mais elles avaient joué la carte du silence stratégique, préférant laisser Paris dans l'illusion afin de maximiser l'impact du coup de théâtre. Une tricherie économique pilotée depuis le sommet de l'État britannique, conclut amèrement Bruno Le Maire en feuilletant les preuves. La compétition, oui. Mais là, on parlait d'un cambriolage diplomatique sous couverture officielle. Ils ont brandi l'étendard de l'alliance militaire comme un prétexte, mais leur véritable objectif était limpide, dégager nos entreprises d'un marché parfaitement légitime. Une manœuvre aussi grossière qu'illégale au regard du droit commercial international, avait dénoncé un haut responsable la mâchoire serrée. Ces révélations n'avaient pas seulement indigné Lecornu, elles l'avaient galvanisé. Fini le langage feutré, terminé la diplomatie de velours. Il était résolu à faire éclater la vérité au grand jour, et le sommet du G7 allait devenir son théâtre. Là, sous les yeux des plus grandes puissances de la planète, il comptait exposer l'ampleur de la duplicité britannique et réclamer justice au nom des entreprises françaises sacrifiées sur l'autel du cynisme stratégique. Et cette offensive n'avait rien d'un coup monté à la hâte, elle avait été planifiée dans les moindres détails. Chaque fait, chaque date, chaque nom avait été soigneusement vérifié. Jean-Yves Le Drian, ancien chef de la diplomatie française et témoin privilégié de la crise AUKUS, avait transmis à l'équipe de Matignon un récit chirurgical de cette trahison, qui savait quoi, à quel moment et comment le piège avait été refermé sur la France. Ce que tu dois saisir, Sébastien, c'est que ce n'est pas simplement un contrat qui s'est envolé. Ce qui s'est effondré, c'est un pilier fondamental, la foi en notre alliance avec l'Occident. Quand ceux qu'on considère comme nos frères d'armes se transforment en traîtres silencieux, alors que vaut encore notre signature, notre parole, notre loyauté? Cette fracture allait bien au-delà des milliards perdus. Elle touchait l'âme. Ce n'était plus une question de balance commerciale ou d'emploi détruit. Il s'agissait de relever la France, de restaurer son autorité, son honneur, sa place parmi les grandes puissances respectées. Starmer comprendra tôt ou tard qu'on ne trahit pas Paris sans en payer le prix, avait soufflé le Premier ministre assez proche d'un ton glacial. Le grand jour arriva. À 15h30 pile dans la grande salle du sommet du G7 à Hiroshima, le dirigeant britannique fit son entrée sûre de lui baigner dans cet aplomb typiquement londonien, forgé au fil des siècles dans les couloirs feutrés de Whitehall. Costume anthracite taillé au millimètre, cravate rouge travailliste nouée avec soin, il incarnait à merveille cette élite politique post-Brexit, rêvant de réconcilier souveraineté retrouvée et ambition globale. Ce qu'il ignorait encore, c'est qu'il marchait droit dans un piège patiemment tendu. « Mesdames et messieurs les chefs d'État du G7 », lança-t-il d'une voix posée, portée par cet accent so british qui semble avoir été conçu pour imposer le sérieux, « permettez-moi d'aborder un enjeu fondamental à notre époque, la nature même de nos alliances
et leur rôle essentiel dans la défense des idéaux démocratiques dans un monde de plus en plus instable. Oscillant entre grandes envolées stratégiques et flatteries calculées à l'endroit de l'unité occidentale, Starmer déroulait son argumentaire avec la fluidité d'un avocat plaidant pour une cause déjà gagnée. La montée en puissance de la Chine dans l'Indo-Pacifique, une réalité inévitable. La réponse, une refonte assumée des alliances, quitte à bousculer l'ordre établi. L'AUKUS, affirma-t-il avec solennité, n'est pas une exclusion mais une évolution. Ce partenariat symbolise l'excellence de la coopération entre démocraties, un condensé d'innovation et de technologie mis au service d'un objectif supérieur, la paix mondiale. Et c'est alors qu'il lâcha avec une désinvolture millimétrée la phrase qui allait mettre le feu aux poudres côté français. « Nous comprenons la frustration de nos amis français face à la tournure prise en Australie. Mais dans le monde d'aujourd'hui, les décisions doivent parfois être prises vite et discrètement. Ce qui compte, ce n'est pas le nom du fournisseur, mais que les démocraties tiennent la ligne face au régime autoritaire. » Une gifle diplomatique assénée avec le sourire. Ce qui ressemblait à une simple tentative d'éteindre l'incendie diplomatique n'était en réalité qu'un coup d'allumette supplémentaire. Starmer, sûr de son effet, ne s'arrêta pas en si bon chemin. Porté par la logique glaciale d'un réalignement stratégique assumé, il osa « La France demeure un partenaire essentiel sur le continent européen, bien entendu, mais dans la région Pacifique, d'autres configurations s'imposent naturellement. Il faut savoir reconnaître les frontières géographiques autant que stratégiques de son influence. » Une phrase comme une claque sèche frontale et parfaitement préméditée. Traduction non diplomatique. La France devrait se contenter de son jardin européen et laisser les eaux du Pacifique aux grands du bloc anglo-saxon. Dans la salle, un frisson parcourut les rangs. Quelques regards échangés, des sourcils qui se haussent. Starmer venait clairement de piétiner une ligne rouge, mais il semblait trop satisfait de sa démonstration pour s'arrêter là. Prenant le silence ambiant pour une forme d'adhésion tacite, il déroula la suite avec une audace désarmante. L'AUKUS est la preuve vivante que le Brexit ne nous a pas enfermés. Bien au contraire, il nous a affranchis des chaînes européennes pour nous permettre de bâtir des alliances à notre image avec nos partenaires historiques de langue et de vision. Une déclaration qui, dans l'art diplomatique, s'apparente à jeter un gant au visage de toute l'Union européenne. Cette fois, ce n'était plus une simple sortie de route diplomatique, c'était une torpille dirigée droit sur Bruxelles. Starmer venait sans la moindre hésitation de balancer que l'Europe n'était rien d'autre qu'un poids mort pour Londres. L'avenir, selon lui, se jouait entre les cousins de langue anglaise des deux côtés des océans. Dans les rangs de la délégation française, les visages se durcirent instantanément. Aucun mot ne fut prononcé, mais tout se lisait dans les regards. Le cornu impassible prenait des notes comme un procureur qui prépare son réquisitoire méthodique, silencieux, inquiétant. Pour conclure son numéro, Starmer tenta un ultime geste d'apparente bonne volonté. « J'invite nos amis français à dépasser une émotion bien compréhensible et à s'unir autour de cette vision élargie de la sécurité occidentale. C'est l'histoire, au fond, qui jugera nos décisions. » Quelques applaudissements suivirent timides, mécaniques. Les seuls à esquisser un sourire sincère furent les Américains et les Australiens, les principaux bénéficiaires de la pièce qui venait d'être jouée. Mais dans l'air flottait une tension électrique, et lorsque le cornu demanda la parole, toute la salle se figea. Le Premier ministre français se leva avec une lenteur calculée, celle des officiers, qui savent que chaque mouvement compte. Dans sa posture, quelque chose d'une époque révolue, l'élégance tranchante de la tradition militaire française. Il monta à la tribune les yeux plantés dans ceux de Starmer et prononça alors les premières paroles d'un discours qui allait faire basculer les rapports de force de tout l'Occident. « Monsieur le Premier ministre Starmer, lança-t-il d'un ton calme, mais affûté comme une baïonnette, je vous remercie pour ce brillant exposé de stratégie globale. À mon tour, laissez-moi vous rappeler ce qu'implique réellement le mot « alliance » lorsqu'il s'agit de nations civilisées. Le ton était posé, les mots calculés, mais la frappe, elle fut directe sans détour. Le cornu tira lentement de sa serviette un dossier d'un noir austère, comme on dévoile une pièce à conviction. Il ne haussa pas la voix, mais chaque phrase résonnait comme une gifle feutrée.
Vous évoquez des décisions prises dans l'urgence, dans la discrétion. Fort bien. Alors récapitulons ensemble pas à pas comment votre gouvernement a savamment planifié ce que nous n'appellerons pas autrement qu'un acte de trahison. Ah, le terme venait de tomber, lourd, irrémédiable, glacé. Dans la salle, un silence tendu s'abattit. Tous retenaient leur souffle. Janvier 2021, vos services entament des négociations en coulisses avec Washington pour nous sortir discrètement du contrat australien. Mars 2021, BAE Systems et Rolls-Royce, bien informés, amorcent la conception de leur offre parallèle. Juin 2021, pendant que le président Macron partage un déjeuner courtois avec Boris Johnson au sommet du G7 en Cornouailles, vos collaborateurs tiennent une réunion secrète avec les Australiens dans l'hôtel voisin. Un à un, les faits tombaient. Chronologique, implacable. Le coup porté était chirurgical. Chaque information lâchée faisait l'effet d'un coup de massue sur la scène diplomatique. Starmer, déstabilisé, tenta de couper court. « Monsieur le Premier ministre, ces accusations sont… » Mais le cornu le stoppa net, le regard dur comme l'acier. « Ce ne sont pas des accusations, monsieur Starmer. Ce sont des faits précis sourcés, vérifiés par nos services. » Puis implacable, il reprit sa démonstration comme on déroule un acte d'accusation. Septembre 2021, votre gouvernement annonce l'accord AUKUS à la planète entière, pendant que nous, vos alliés historiques, découvrons cette trahison dans les gros titres des journaux. 65 milliards d'euros rayés d'un trait, 4000 emplois sacrifiés, une décennie de partenariat balayée sans un regard. C'est ça votre modernité diplomatique ? La pièce entière retenait son souffle. L'atmosphère était électrique. Starmer, visiblement désarçonné, tenta une échappatoire. Ce qui compte, c'est l'unité occidentale face à la menace chinoise. Mais le cornu ne le laissa pas finir. L'unité. Vous osez parler d'unité alors que vous avez planté un couteau dans le dos de vos alliés. Vous vous êtes servi d'informations sensibles pour torpiller notre offre. Ce n'est plus de la compétition, c'est de l'espionnage industriel orchestré. L'accusation claqua comme la foudre dans un ciel sans nuages. Le cornu venait d'accuser un allié d'espionnage. Un frisson parcourut la salle. Starmer se redressa, rouge de colère. « C'est une pure invention. » Le cornu ne scia pas. D'un geste précis, il sortit un dossier marqué « Confidentiel ». Alors expliquez ceci. Un rapport du GCHQ daté de mai 2021 détaillant nos propositions techniques dans le cadre du contrat australien. À moins que vous ne lisiez dans nos pensées, je ne vois qu'une seule explication, vos services nous ont écoutés. Starmer accusait le coup, mais la mise en scène n'était pas terminée. Le cornu ouvrit un second dossier, cette fois rempli de graphiques et de chiffres. Vous parlez d'alliance naturelle. Parfait. Voyons ce que la nature en dit. Échanges commerciaux France-Royaume-Uni, 67 milliards d'euros annuels. Royaume-Uni-Australie à peine 13. Et vous appelez ça un choix stratégique ? À ce niveau-là, ce n'est plus de la géopolitique, c'est du sabotage budgétaire. Mais le cornu ne comptait pas s'arrêter là. Il voulait frapper là où ça fait mal l'ego historique. Il referma ses dossiers, marqua une pause, puis déclara d'un ton grave, presque cérémoniel « Et puisque l'histoire semble être votre angle mort, laissez-moi vous rafraîchir la mémoire. » Lorsque les bombes allemandes pleuvaient sur Londres qui se tenait à vos côtés, la France libre du général de Gaulle, le jour du débarquement qui débarquait à vos côtés sur les plages normandes, des soldats français. Et lors de la guerre des Malouines, à qui devez-vous votre soutien diplomatique à l'ONU à Paris, pas à Washington ? Chaque souvenir jeté par le cornu résonnait comme un rappel implacable du passé. Un rappel que certains dans la salle semblaient avoir refoulé. Plusieurs dirigeants touchés échangèrent des regards lourds de mémoire. « Et quelle est votre réponse à cette fidélité ?» enchaîna le cornu sans relâche. « Des micros dans nos murs, des poignards dans notre dos et des alliances signées derrière notre dos sous prétexte de proximité naturelle. » Puis il décocha le coup final comme un sabre froid et droit. « Monsieur Starmer, si c'est ainsi que vous traitez vos amis, alors franchement… on se demande ce que vos ennemis doivent redouter. » Un murmure parcourut l'assemblée. Certains leaders esquissèrent un sourire discret. Starmer blême tenta de riposter. « Il en va de la stabilité dans le Pacifique. »
Ah, parlons-en du Pacifique, rétorqua le cornu implacable. Peut-être avez-vous oublié ou ignoré que la France n'est pas étrangère à cette région. Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Wallis et Futuna, cela vous dit quelque chose? 2 millions de citoyens français vivent là-bas. Et vous osez prétendre que nous n'avons rien à faire dans la sécurité pacifique, monsieur le Premier ministre. Avant de prétendre penser la planète, commencez donc par revoir votre atlas. Cette correction en direct façon carte du monde brandie en pleine conférence avait fait vaciller Starmer. Ces certitudes jusque-là présentées comme des évidences venaient de s'écraser contre la réalité. Mais le cornu n'en avait pas encore fini. Il gardait son coup final pour la chute, celle que l'on n'oublie pas. Le vrai drame dans tout cela, monsieur le Premier ministre, lança-t-il en fixant son interlocuteur droit dans les yeux, ce n'est pas la perte d'un contrat ou l'humiliation diplomatique. Le véritable désastre, c'est la confiance que vous avez réduite en cendres. Dites-moi comment bâtir un partenariat quand la trahison devient votre langue diplomatique et le mensonge votre monnaie d'échange. Et puis tomba la phrase qui résonnerait longtemps dans les couloirs du sommet. AUKUS n'est pas une alliance, monsieur Starmer. C'est un club fermé de vieilles puissances coloniales qui s'entêtent à se regarder entre elles comme si le reste du monde n'existait pas. Un club qui pense encore que la France doit se contenter d'un strapontin. Mais entendez-le bien, nous ne supplierons plus jamais le Royaume-Uni pour de l'amitié. Plus jamais. Vous avez tranché, monsieur Starmer, vos partenaires, vos priorités. Alors permettez-nous d'en faire autant. Ces mots claquèrent comme une gifle dans une salle soudain figée. Le silence qui suivit, dense et étouffant, semblait peser des tonnes. Pour la première fois depuis son ascension en politique, Starmer parut désemparé. Il tenta maladroitement de relancer un appel au dialogue, mais sa voix d'ordinaire si assurée se dérobait, comme s'il sentait lui-même que le moment lui avait échappé. L'effet fut immédiat, planétaire, viral. En l'espace de quelques heures, les images du duel, le cornu Starmer envahissaient les écrans, les fils Twitter, les chaînes en continu. Le cornu vs Starmer s'imposa comme trending topic mondial. Certains acclamaient la clarté sans concession du français. D'autres voyaient, dans ce clash, une fracture géopolitique sans précédent entre deux piliers du monde occidental. Et puis vint l'explosion médiatique. The Telegraph et The Times, fidèles à leur ligne, fustigèrent l'orgueil hexagonal dénonçant une tentative de Paris d'instrumentaliser la diplomatie à des fins populistes. À gauche, le ton changeait. The Guardian et The Independent adoptaient un regard plus équilibré. Plusieurs voix soulignaient que derrière l'émotion, la France avait bel et bien été poignardée dans le dos. Et qu'un rappel à l'ordre n'était peut-être pas si excessif. Mais le plus préoccupant pour le locataire de Downing Street venait de chez lui. Le thermomètre de l'opinion britannique commençait à virer au rouge. Un sondage YouGov tombé à peine 48 heures après le choc diplomatique révélait une fissure gênante. 43% des citoyens du Royaume estimaient que leur gouvernement avait manqué de respect envers Paris. Un chiffre assez élevé pour faire frémir les stratèges de Starmer déjà affaiblis par cette fracture d'image. Côté hexagonal, c'était tout l'inverse et tout aussi spectaculaire. La riposte de Le Cornu avait touché en plein cœur la fibre patriotique. Selon une enquête d'opinion, 68% des Français validaient sans réserve la fermeté de leur chef de gouvernement. Il faut dire qu'on n'avait pas vu depuis bien longtemps un dirigeant français remettre publiquement les Britanniques à leur place avec une telle assurance. Gauche, droite, centre, pour une fois, l'orgueil national faisait l'unanimité. À tel point que même les figures les plus opposées du spectre politique y allèrent de leur standing ovation. Marine Le Pen salua le sursaut d'orgueil tricolore. Jean-Luc Mélenchon applaudit une gifle bienvenue à l'arrogance anglo-saxonne. Et Valérie Pécresse, d'ordinaire mesurée, admit que le cornu avait incarné la dignité de la République. Une rare union sacrée qui, sans conteste, propulsait le cornu au rang de figure majeure sur l'échiquier international. Mais là où la secousse fut peut-être la plus profonde, c'est de l'autre côté de l'Atlantique, dans les couloirs feutrés de la Maison-Blanche. L'administration Biden, prise au piège entre deux alliés censés faire front uni, s'échinait à minimiser le scandale. Problème, les accusations de Le Cornu sur les manigances britanniques faisaient désordre. Difficile pour Washington de jeter Londres sous le bus sans finir éclaboussée elle-même.
Et comme si cela ne suffisait pas, le feu se propageait désormais jusqu'au Capitole. Certains membres du Congrès, surtout chez les démocrates menés par Chris Murphy, commencèrent à tirer la sonnette d'alarme. L'affaire Locus, comme les médias américains l'avaient surnommée, posait une question brûlante: comment préserver la cohésion transatlantique quand des coups bas se multiplient entre alliés. Une remise à plat de l'alliance était désormais sérieusement envisagée. 6 mois plus tard, le climat entre Paris et Londres atteignait un niveau glacial inédit depuis la crise de Suez. Starmer lui payait l'addition. Affaibli sur la scène intérieure, il faisait face à une fronde silencieuse. Plusieurs figures du Labour en privé lui reprochèrent d'avoir déclenché une crise évitable, juste pour satisfaire une posture post-Brexit de grandeur retrouvée. Et pendant que Starmer cherchait à éteindre l'incendie qu'il avait lui-même allumé, le cornu lui sortait de cette tempête en véritable phénix de la diplomatie. Son affront ferme mais maîtrisé aux Britanniques fut perçu dans toute l'Europe comme une leçon de droiture et de panache. Au sommet européen suivant, plusieurs chefs d'État entre 2 sourires feutrés et quelques tapes sur l'épaule lui glissèrent discrètement leur admiration. Enfin, quelqu'un avait osé remettre Londres à sa juste place. Ce regain de prestige ne resta pas symbolique. Il eut un impact direct presque immédiat dans tous les grands débats stratégiques de la défense commune à la souveraineté technologique, en passant par la gestion des relations sino-européennes. La parole de la France gagnait en poids. L'influence de Paris, jusque-là contestée, s'imposait à nouveau comme un repère, et cette fois non plus par tradition, mais par respect. Les livres d'histoire retiendront peut-être que ce fut là, à Hiroshima, en moins de 10 minutes que s'opéra le basculement. Que c'est dans cette salle, face à un premier ministre britannique, sûr de son fait qu'un Français calme et tranchant prouva qu'on pouvait résister à l'arrogance anglo-saxonne sans briser l'unité occidentale. Il suffisait d'avoir des preuves et l'épine dorsale pour les brandir. Comme le titrait avec justesse Le Figaro, il n'aura suffi que de 7 minutes à le cornu pour redonner à la diplomatie française ses lettres de noblesse et rappeler à tous du Pacifique à la Tamise qu'on ne poignarde pas la France sans en payer le prix. L'ère où Paris ravalait son orgueil devant les hochements de tête britanniques terminés, définitivement. Mais derrière cette scène théâtrale devenue virale en quelques heures, se cachait une stratégie méticuleuse, préparée dans l'ombre pendant des mois, loin des micros et des caméras. Cette contre-offensive française n'était pas le fruit du hasard, mais l'aboutissement d'une manœuvre d'une précision chirurgicale, lancée discrètement 8 mois auparavant, dans les entrailles ultra-protégées de la DGSE boulevard Mortier. Là, une mission de renseignement d'une ampleur rarement égalée avait été déclenchée pour démêler les coulisses opaques du pacte anglo-saxon. Baptisé dalle clin d'œil à l'inextricable labyrinthe de dissimulation orchestré par Londres, l'opération mobilisa une trentaine d'agents tricolores répartis stratégiquement entre Canberra-Washington, Londres, mais aussi Bruxelles-Tokyo et quelques autres capitales clés. Leur mission, reconstituer avec précision la mécanique de la trahison, pièce par pièce, date par date, visage par visage, et surtout collecter les preuves formelles de ce que Paris soupçonnait depuis longtemps, une guerre économique déguisée en alliance militaire visant à neutraliser l'industrie française de défense. Monsieur le Premier ministre avait posé calmement le patron de la DGSE dès la réunion inaugurale. Cette offense ne peut rester sans réponse. Mais pour frapper juste, il faut d'abord disséquer les faits, identifier les acteurs, comprendre le calendrier, révéler les méthodes. Cette mission nous fournira l'arsenal nécessaire pour pulvériser la façade de respectabilité britannique aux yeux du monde. La suite dépassa largement les attentes de Paris. En pénétrant les systèmes de communication de plusieurs géants britanniques de l'armement, puis en croisant ces données avec les interceptions diplomatiques classiques, les services français recomposèrent un tableau accablant. Pièce après pièce, un schéma de duplicité anglo-saxonne prenait forme, précis, cohérent, implacable. La pièce maîtresse de ce dossier explosif était un document interne du MI6 daté du 18 janvier. Exfiltré par un agent français infiltré au cœur même de l'appareil britannique, ce mémo levait le voile sur une manœuvre baptisée Pacific Crown. Son but ne laissait aucune place au doute marginaliser la France dans l'Indo-Pacifique, quel qu'en soit le prix.
Plus troublant encore, le texte détaillait froidement la feuille de route londonienne. Priorité numéro 1, écarter Naval Group du marché australien en imposant une solution présentée comme technologiquement supérieure. Deuxième étape, reléguer Paris hors des cercles décisionnels clés du Pacifique. Et en toile de fond, un objectif politique assumé, prouver que la Global Britain post-Brexit pouvait rivaliser, voire supplanter, les ambitions françaises historiques. Cette découverte validait pleinement les soupçons nourris depuis longtemps à Paris, derrière le paravent de la lutte contre Pékin-Locus, n'était rien d'autre qu'une manœuvre soigneusement orchestrée pour rabaisser la France et offrir à Londres post-Brexit une scène où briller en solo. On appelle ça du sabotage économique déguisé en partenariat militaire, lança Bruno Le Maire en feuilletant le fameux rapport. Mais ce n'était que le sommet de l'iceberg, l'opération Dalle avait mis au jour d'autres vérités beaucoup plus embarrassantes. Les agents de la DGSE avaient recensé pas moins de 23 opérations de renseignement industriel britanniques, ciblant des fleurons tricolores comme Thales Safran Dassault ou Airbus. Toutes les figures de proue de l'industrie de défense française avaient été méthodiquement infiltrées dans une campagne d'espionnage d'une agressivité rare. Un épisode particulièrement scandaleux concernait les discussions ultra confidentielles entre Dassault et le gouvernement indien autour de la vente de Rafale. Pendant près de 6 mois, les Britanniques, via le GCHQ, avaient intercepté et décodé chaque message échangé entre Paris et New Delhi avant de transmettre ces données sensibles à BAE Systems, leur permettant d'affûter une contre-proposition sur mesure. C'est du sabotage économique estampillé par le gouvernement lui-même, s'était emporté Éric Trappier, le patron de Dassault, furieux. Pour Emmanuel Macron, ces révélations furent un véritable électrochoc. Peut-on vraiment continuer à parler d'alliance quand nos amis passent leur temps à fouiller dans nos secrets industriels? Aurait-il lancé furibond lors d'un conseil de défense exceptionnellement réuni pour décortiquer les fruits explosifs de l'opération Dalle? Cette duplicité made in Westminster a assez duré. Il est temps de leur envoyer la facture. C'est dans cette atmosphère de trahison froide que le Cornu reçut l'ordre de monter une contre-offensive diplomatique d'une envergure jamais vue. Il ne s'agissait plus simplement de dénoncer Locus, mais de mettre en lumière devant le monde entier la machination britannique et surtout de rendre la récidive politiquement toxique. Pour affûter cette riposte, le Cornu s'entoura d'une cellule d'élite rassemblant les meilleurs cerveaux français, spécialisés dans le monde anglo-saxon. Sylvie Berman, ancienne ambassadrice à Londres et experte en subtilité mentale de l'élite britannique, fut appelée en renfort. Monsieur le Premier ministre, avait-elle glissé d'un ton grave lors d'une réunion confidentielle à Matignon, s'il y a bien un sujet qui les rend nerveux, ce sont les accusations d'espionnage entre alliés. Pendant des décennies, ils ont soigneusement bâti leur image d'arbitres élégants du jeu diplomatique, loyaux, mesurés, irréprochables. Mais si nous exposons au grand jour qu'ils ont agi comme des voleurs de secrets, ce château de cartes s'écroulera d'un coup. C'est sur ce point de rupture psychologique que Paris allait frapper. Pas question de simplement condamner Locus par des mots. Le Cornu allait dégainer des preuves accablantes d'espionnage. Objectif : porter un coup direct à l'ego britannique et pulvériser cette légende du gentleman de la diplomatie. Dans l'ombre, un autre acteur clé avait été sollicité pour affiner l'angle militaire du contre-argumentaire, l'amiral Pierre Vendier, ancien patron de la Marine nationale. Et sa sentence fut sans appel « Locus est un non-sens militaire ». D'un ton sec, il démonta l'illusion les sous-marins promis qu'ils soient américains ou britanniques n'arriveront pas avant longtemps. Résultat, un vide stratégique dans le Pacifique causé par une opération dictée non par les besoins défensifs, mais par une crise d'ego géopolitique. L'analyse était claire, Locus ne relevait ni de la raison ni de la stratégie. C'était une trahison camouflée en alliance qui affaiblissait l'Occident plus qu'elle ne le protégeait. Le volet économique du dossier fut confié à Agnès Pannier-Runacher, chargée de l'industrie qui mit noir sur blanc l'ampleur du séisme provoqué par Locus sur le tissu industriel français. Le bilan faisait froid dans le dos, 65 milliards d'euros partis en fumée, l'équivalent d'une année entière de budget de l'éducation nationale. À cela s'ajoutaient 4 000 postes rayés de la carte et près de 12 000 autres suspendus à un fil. Derrière ces chiffres, elle le rappela sans détour,
Il y avait des ouvriers, des ingénieurs, des familles entières sacrifiées sur l'autel des ambitions géopolitiques britanniques. La trahison n'était plus abstraite, elle prenait un visage humain transformant une querelle diplomatique en véritable drame social. Le Cornu comprit immédiatement la puissance de cet argument. Il comptait s'en servir pour toucher l'opinion mondiale et placer Londres en position d'isolement moral. Mais la vraie rupture venait d'ailleurs. Pour la première fois, la riposte française intégrait pleinement la bataille de l'image et des réseaux sociaux. Anne-Sophie Bradel, responsable de la communication à Matignon, mit au point une offensive numérique d'une redoutable précision. Objectif démultiplier l'écho de l'affrontement avec Starmer bien au-delà des salles feutrées de la diplomatie traditionnelle. Monsieur le Premier ministre, à l'ère des hashtags et des live tweets, le bon vieux protocole diplomatique ne suffit plus, avait lancé Anne-Sophie Bradel d'un ton aussi calme que déterminé. Aujourd'hui, ce sont les foules numériques qui façonnent les perceptions autant que les ministères. Si nous parvenons à faire incarner à Starmer l'hypocrisie made in Britain, alors nous aurons remporté la guerre de l'image avant même que les chancelleries ne se réveillent. Cette approche audacieuse rompait avec la prudence traditionnelle de la diplomatie française, mais elle s'imposait face à la redoutable efficacité narrative du soft power anglo-saxon. Paris n'allait plus jouer selon les anciennes règles, mais les réécrire. Le Cornu et ses stratèges avaient même élaboré un plan en arborescence selon chaque réaction potentielle de Starmer. S'il tente de nier l'espionnage, on publie les pièces à conviction. Il minimise les dégâts économiques. On met en avant les récits poignants d'ouvriers jetés à la rue. Et s'il joue la carte de la fraternité occidentale, on déroule l'historique des coups bas britanniques. Comme dans une opération militaire, chaque option avait sa riposte calibrée. La France, cette fois, ne comptait pas encaisser en silence. Elle allait frapper là où ça fait mal la façade vertueuse du Royaume-Uni. Cette fois, on ne sera pas pris de court, avait glissé le Cornu à son cercle le plus restreint. Starmer allait découvrir que la France ne baisse pas les yeux quand on la provoque. Durant les 3 semaines précédant le G7 d'Hiroshima, les salons feutrés de Matignon s'étaient transformés en véritables salles d'entraînement diplomatique. Des répétitions à huis clos intenses, presque obsessionnelles. Sylvie Bermann y incarnait Starmer avec un mimétisme troublant, même vocabulaire, même raisonnement, même pirouette rhétorique pour esquiver les coups. Monsieur le Cornu, nous agissons pour protéger la sécurité du monde libre, lançait-elle l'accent d'Oxford parfaitement maîtrisé. Madame l'ambassadrice, quand on espionne ses alliés, on ne protège rien, on détruit la confiance, rétorquait le Cornu glacial sans hausser le ton. Simulation après simulation, le duel gagnait en précision. Ses réponses devenaient plus chirurgicales, ses silences plus lourds, et même la gestion des provocations émotionnelles était répétée. Rien n'était laissé au hasard, pas un mot, pas un regard, pour parfaire sa préparation. Le Cornu avait travaillé avec un spécialiste des négociations sous haute tension. L'objectif était clair, transformer le sang-froid en arme. Monsieur le Premier ministre Starmer cherchera à vous faire sortir de vos gonds, l'avait prévenu le psychologue. S'il y parvient, il aura gagné. Votre avantage sera ailleurs, rester imperturbable pendant que vous le démontez, fait à l'appui. Cette discipline émotionnelle fit toute la différence le jour J. À mesure que les révélations françaises s'accumulaient, Starmer perdait pied. Le Cornu lui restait d'un calme presque dérangeant, rendant chaque accusation encore plus dévastatrice. Le vol présidentiel vers Hiroshima se déroula dans une ambiance de concentration totale. À bord de l'Airbus A330, le Cornu passa les 12 heures de trajet plongé dans son dossier gravant, dans sa mémoire chaque chiffre, chaque date, chaque preuve. Autour de lui, son équipe fonctionnait comme un état-major en veille, relecture minutieuse, ajustement de dernière minute, phrases polies au millimètre. Rien n'était laissé à l'improvisation. À mi-parcours, Sylvie Bermann s'était penchée vers lui. « N'oubliez jamais, lui dit-elle doucement, vous ne parlez pas seulement au nom de la France. Vous incarnez tous ceux qui dans le monde en ont assez du double jeu anglo-saxon. Beaucoup de dirigeants pensent la même chose mais se taisent. Aujourd'hui, vous serez leur porte-voix. » Ces mots scellèrent définitivement la détermination de Le Cornu. Ce qui l'attendait n'était plus un simple bras de fer entre Paris et Londres, mais une bataille de principes
pour la loyauté et contre l'hypocrisie au cœur des alliances occidentales. À Hiroshima, la température diplomatique avait grimpé bien avant que le sommet ne commence officiellement. Dans les couloirs, sur les plateaux télé et dans les salons feutrés, tout le monde sentait qu'un choc frontal se profilait entre Paris et Londres. Les médias internationaux flairaient l'orage. Les journalistes français et britanniques s'affrontaient déjà à coups de tribunes de fuite, savamment distillées et de récits concurrents, chacun cherchant à imposer sa version des faits, avant même la première prise de parole officielle. Du côté britannique, l'ambiance était loin d'être sereine. Les services de renseignement avaient bien capté des signaux inquiétants. Paris préparait quelque chose contre l'AUKUS, mais personne à Londres n'en mesurait réellement l'ampleur. Dans l'entourage de Starmer, on se voulait rassurant. « Les Français vont râler comme toujours », avait lâché un conseiller avec désinvolture. « On déroulera notre discours classique sur la stabilité du Pacifique et l'affaire sera close. » Une erreur de lecture fatale, cette condescendance allait se payer très cher. La veille de l'affrontement, un coup de fil inattendu vint renforcer la détermination française. Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, appela personnellement le Cornu. « Sébastien, toute l'Europe attend votre moment », lui confia-t-elle. Il est temps de rappeler aux anglo-saxons que le continent européen n'est pas un figurant sur la scène mondiale. Ce soutien discret mais lourd de sens agit comme un électrochoc. À cet instant précis, le Cornu comprit qu'il n'allait plus parler seulement au nom de Paris, mais incarner la voix d'une Europe lassée d'être manipulée et marginalisée depuis le Brexit. Le jour fatidique. 6h30 heure locale, suite du Riga Royal à Hiroshima. Le Cornu est déjà debout, penché sur ses fiches, les traits tirés mais la voix assurée. Aujourd'hui, je vais exposer à la face du monde l'hypocrisie britannique et rappeler que les Européens en ont assez de se faire rouler dans la farine, glisse-t-il à son chef de cabinet. Il ajoute plus tranchant encore, ce temps où Londres pouvait nous rabaisser sans conséquence est terminé. Au centre de conférence, à peine a-t-il franchi le seuil que la tension est palpable. L'effervescence est à son comble. Plus de 300 journalistes accrédités du jamais vu. Les caméras s'alignent comme à Cannes, mais ici le tapis rouge mène à une joute diplomatique historique. Dans l'immense salle, l'air est chargé d'électricité. Ce qui allait se jouer n'était pas un simple échange poli entre nations amies, mais une véritable mise en accusation de la politique étrangère britannique depuis le Brexit. Et dans ce procès planétaire, le Cornu avait revêtu la robe du procureur Starmer, celle du prévenu. Quand le Premier ministre britannique prend enfin la parole pour défendre le locus, le Cornu l'écoute sans broncher tel un prédateur guettant le moindre faux pas. Chaque mot, chaque posture, chaque pirouette oratoire était disséquée en temps réel. Il déroule exactement le script que nous avions anticipé, posture morale vernie. Stratégique banalisation de la trahison. Tout est prêt pour être méthodiquement démonté. Comme prévu une fois son plaidoyer en faveur de l'AUKUS, achevé Starmer venait en réalité d'ouvrir grand la porte à sa propre mise à nu. En cherchant à excuser l'éviction de la France, en invoquant les affinités naturelles du monde anglophone et en réduisant la colère française à une simple contrariété passagère, il déroulait exactement le scénario attendu. Chaque phrase devenait une faille, chaque justification, une cible déjà verrouillée par Paris. C'est alors que le Cornu entra dans l'histoire. Il enchaîna révélations, documents et démonstrations avec la précision d'un chirurgien utilisant chaque élément comme un scalpel pour disséquer devant les caméras du monde entier la façade de respectabilité britannique. Argument après argument, la crédibilité de Londres se fissurait. Mais ce que la plupart des dirigeants du G7 ne percevaient pas encore, c'était la mécanique invisible derrière cette offensive, une orchestration psychologique d'une finesse redoutable. Car le Cornu ne se contentait pas d'attaquer sur le fond. Formé par les meilleurs spécialistes français de la gestion des crises et de la guerre psychologique, il appliquait en direct des méthodes de déstabilisation contrôlée. Chaque accusation était calibrée pour affaiblir l'adversaire sans jamais lui offrir d'échappatoire. Starmer ne faisait pas seulement face à un contradicteur politique, mais à une stratégie pensée pour le démonter lentement, méthodiquement, irréversiblement. Première arme dégainée, la saturation par les faits. Aucune accusation n'était lancée dans le vide,
À peine formulée, elle était aussitôt verrouillée par des documents précis des dates des sources, rendant toute contestation britannique non seulement difficile, mais franchement ridicule. Deuxième levier, la montée en tension émotionnelle. Les révélations n'étaient pas jetées au hasard. Elles suivaient une progression savamment calculée, chaque étape frappant un peu plus fort que la précédente jusqu'au point de rupture ultime, la mise au jour de l'espionnage économique là où l'indignation devient impossible à contenir. Troisième manœuvre, le renversement du champ de bataille. Le Cornu refusa le rôle du défenseur. Au lieu de répondre aux attaques de Londres, il retourna la table. Désormais, ce n'était plus la France qui s'expliquait, mais Starmer qui devait rendre des comptes exposés en pleine lumière. Quatrième coup, le plus létal, l'isolement moral. En convoquant l'histoire des engagements et des soutiens mutuels entre Paris et Londres, le Cornu transforma la trahison supposée en faute éthique majeure, presque honteuse, impossible à justifier devant des partenaires qui connaissaient cette histoire. C'est cette parfaite maîtrise des mécanismes qui explique la violence de l'impact. La prestation de Le Cornu n'était pas simplement un moment fort de diplomatie, c'était une démonstration clinique presque chirurgicale de la manière dont on peut désarmer psychologiquement un adversaire politique sur la scène mondiale. Lorsque Le Cornu a lancé son offensive verbale, personne ne s'attendait à un séisme d'une telle ampleur. Pourtant, en moins d'une journée, l'onde de choc diplomatique s'était propagée aux quatre coins du globe. En quelques heures à peine, les vidéos de l'échange étaient sous-titrées dans plus de 30 langues circulant sur tous les continents, comme une traînée de poudre. Les instituts d'études internationales pris de court convoquaient, dans l'urgence, des tables rondes pour décrypter ce qui s'annonçait déjà comme un basculement historique. À Harvard, le professeur Joseph Ma résumait l'instant avec une formule percutante. En 7 minutes, Le Cornu a réinventé la diplomatie. Il a démontré qu'on peut faire tomber un adversaire avec la précision d'un scalpel sans jamais hausser le ton. À Oxford, le ton était tout aussi solennel. Le professeur Hunter y voyait un point de rupture. C'est une fracture dans l'architecture des relations occidentales. Les Européens ne resteront plus jamais passifs face aux choix unilatéraux des anglo-saxons. Mais au-delà du tumulte académique, c'est la réaction des agences de renseignement qui en disait long. La décision sans précédent de Le Cornu d'exhiber des documents secrets britanniques sur la place publique avait pulvérisé les règles tacites de la diplomatie. Pour un analyste de la CIA, l'impact était clair. En brisant ce tabou, celui de dénoncer un allié espion publiquement les Français, ont rebattu les cartes du jeu. C'est une révolution dans la grammaire du pouvoir. Ce qui avait commencé comme un geste isolé de fermeté diplomatique se transforma en un électrochoc pour tout le continent. En affichant ses cartes au grand jour, la France avait brisé un tabou et les échos ne tardèrent pas à se faire entendre. Berlin se penchait de nouveau plus ouvertement cette fois sur les révélations de Snowden concernant les écoutes américaines et la LICA. Rome, elle exigeait des comptes sur les intrusions britanniques dans ses fleurons industriels. Un vent nouveau soufflait sur l'Europe, celui d'une alliance qui n'acceptait plus d'être surveillée comme un suspect. 6 mois après cette scène choc à Hiroshima, les plaques tectoniques de la géopolitique avaient définitivement bougé. Les ponts entre Paris et Londres restaient gelés, certes, mais l'influence de la France n'avait jamais été aussi forte. Sur la scène internationale, Le Cornu était devenu bien plus qu'un Premier ministre. Il incarnait une Europe qui avait cessé de baisser les yeux face à la morgue anglo-saxonne. Mais l'impact le plus décisif de cette crise ne résidait pas dans les tensions bilatérales, mais dans le réveil stratégique du vieux continent. Désormais, l'idée d'une défense européenne ne relevait plus de la chimère bruxelloise. Confrontés à la duplicité de leurs partenaires historiques, les États membres réalisaient qu'ils n'avaient plus le luxe de dépendre d'alliés volages. L'apogée de ce sursaut collectif fut atteinte à Prague en décembre. Dans une unanimité rare, les 27 adoptèrent une charte inédite, un pacte d'intégrité entre alliés européens. Transparence absolue dans la coopération militaire. Interdiction stricte de l'espionnage économique intra-européen. La vieille Europe venait d'envoyer un message clair: fini le temps des naïfs. Place à la souveraineté assumée. Ce que les experts allaient appeler plus tard l'effet Le Cornu
ne se limita pas à une simple secousse médiatique, ce fut un déclic idéologique. Grâce à lui, l'Europe a retrouvé sa voie, déclara Wolfgang Schinger, ancien maître d'œuvre de la conférence de Munich sur la sécurité. Désormais, quand Washington ou Londres franchissent la ligne rouge Bruxelles, c'est dire stop. Quant à l'homme au centre de cette onde de choc, il avait dépassé depuis longtemps les frontières de son mandat. Le cornu n'était plus seulement le chef du gouvernement français, il incarnait une forme de résistance continentale face au jeu d'influence anglo-saxon. Son intervention chirurgicale au sommet d'Hiroshima était disséquée dans les amphithéâtres des écoles de diplomatie comme on étudie un chef-d'œuvre de stratégie froide et d'audace calculée. Ce 20 mai 2026, dans une salle anonyme mais chargée d'histoire à Hiroshima, un homme seul appuyé sur la force brute des faits infligea à la Grande-Bretagne un camouflet diplomatique que l'histoire retiendrait comme un tournant. Ce jour-là, vérité et intégrité prirent leur revanche sur la duplicité. Et par ce coup d'éclat, il traça le chemin d'une Europe plus souveraine enfin, capable de tenir tête aux géants.